À la fin des années 70, David Lynch n'arrive pas à trouver les fonds pour son second projet, Ronnie Rocket. Il entend alors parler d'un scénario, monté par Mel Brooks, sur la vie d'Elephant Man dont il n'a jamais entendu parler. Il lui fait alors montrer son premier film, Eraserhead, qui plaît énormément à Mel Brooks, qui décide de lui confier le projet. Cela donne le film qui est aujourd'hui un grand classique. Le résumé est assez simple. John Merrick est sauvé des griffes d'un montreur de foire qui le bat sans arrêt par un médecin qui bataille pour le faire admettre à l'hôpital. Là-bas, il sera à nouveau persécuté par un gardien qui fait payer des soulards pour venir le harceler jusque dans sa chambre. Il sera kidnappé par son ancien montreur qui va l'emmener en Europe avant de l'abandonner dans une cage à animaux. De retour en Angleterre, il est enfin reconnu à sa juste valeur par toute la bonne société anglaise qui va jusqu'à lui faire une standing ovation à l'issue d'une représentation théâtrale. Et tout ce que je viens de dire n'est jamais arrivé, il ne s'appelait même pas John. Dans la réalité, Joseph Merrick naît en 1862 dans une famille de la classe moyenne anglaise. Sa mère se rend compte dès l'âge de 2 ans qu'il y a un grave problème quand elle se rend compte qu'une enflure à la bouche n'arrête pas de grandir. À l'âge de 4 ans, il se blesse à la hanche, ce qui le rendra boiteux durant toute sa vie. Ses camarades d'école cessent de le fréquenter et il s'habitue à la solitude. À 11 ans, sa mère meurt d'une pneumonie. Son père se remarie l'année suivante avec une femme qui le traite comme le canard boiteux de la famille. Il doit alors travailler dans une usine de cigares, mais sa main enfle et rend la tâche impossible. De plus en plus rejeté par sa famille, il obtient une dernière chance, à 14 ans, en devenant vendeur ambulant. Il obtient un permis de colportage pour vendre des bas et des gants. Mais l'avancée de sa maladie fait de lui une bête curieuse que l'on suit de plus en plus dans la rue, et auquel les maîtresses de maison refusent d'ouvrir. Après 3 ans d'échec, la mairie refuse de lui renouveler son permis de travail. Ce n'est pas qu'on lui refuse le droit de vivre ou de travailler, mais pas dans la rue. Il n'a alors guère d'autre choix que de se faire admettre dans un hospice de pauvres. Ce qu'il faut savoir sur ces endroits, c'est qu'ils étaient conçus de manière à rendre la vie encore plus difficile que celle du moins bien payé des ouvriers, afin d'éviter d'attirer du monde. Le confort n'existe pas, le travail est épuisant et la promiscuité permanente. Sa maladie, le syndrome de Proté, développe une espèce de trompe sur son visage qui rend encore plus difficile que cela ne l'était déjà des actions aussi banales que parler et manger. Il s'en fait opérer en 82. Ne supportant plus les conditions de vie dans l'hospice, Joseph cherche une façon de gagner un salaire. Les spectacles de phénomènes humains sont très populaires en Angleterre et il contacte un impresario. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est qu'à la même période, une loi visant à interdire ces exhibitions entre en vigueur. Joseph est, à son corps défendant, un sujet trop parfait pour les spectacles. Sa monstruosité est trop aboutie. Des grosseurs se développent en dessous et au-dessus de sa peau, lui donnant une surface ressemblant à celle d'un chou-fleur. Sa tête 2 fois trop large est constellée d'énormes bosses. Sa bouche, déformée, l'empêche de parler d'une façon compréhensible. L'un de ses bras est énorme, alors que l'autre est aussi fin que celui d'une jeune fille. Sa hanche gauche ne se rétablit pas et lui donne une position instable. Des torrents de peau débordent du bas de son dos, ce qui l'empêche de se laver. Il en émane une odeur pestilentielle qui achève de faire fuir ceux qui s'en approchent. Un visage symétrique est une condition de la beauté, et Joseph Merrick a le corps le plus dissymétrique que l'Angleterre n'ait jamais vu. Les autres phénomènes de foire développent des numéros de chant, de danse ou des performances physiques pour divertir le public et justifier le nom de spectacle. Joseph ne sait pas jouer d'un instrument et il est incapable de danser. Il est condamné à proposer une exhibition jouant uniquement sur le registre du pathétique. Une exhibition que l'on regarde une fois, mais pas deux. Malgré cette monstration simpliste, malgré la police qui l'interdit de ville en ville au mépris de ses intérêts, l'obligeant à des déplacements qui l'affaiblissent de plus en plus, tout indique que l'affaire est financièrement rentable pour Joseph. Il écrit un de ses livrets autobiographiques que vendent presque tous les frics et en perçoit les fruits. Le début de ce texte mérite d'être cité. La difformité que je présente au public vient de ce que ma mère fut effrayée par un éléphant. Ma mère passait dans la rue quand un cortège d'animaux défilait et les gens se pressaient pour les voir et, bien malheureusement, elle fut poussée sous les pieds de l'éléphant et elle eut grand peur. Ceci se passa pendant qu'elle était enceinte et c'est la cause de ma difformité. S'il est vrai que sa mère faillit mourir piétinée par un éléphant, une dépêche de journal en atteste, cette explication montre le retard entre les découvertes scientifiques et leur assimilation par le peuple. Cela fait des dizaines d'années que les médecins savent qu'un incident de grossesse ne peut pas produire ce résultat. Mais les croyants sont la peau dure, et Joseph trouve dans cette histoire une forme de consolation. Les éléphants sauvages sont en effet assez rares en Angleterre pour que sa mésaventure n'arrive pas à d'autres. C'est à ce moment-là qu'il rencontre celui qui sera son meilleur soutien,
le médecin Frederick Treves. Il convoque Joseph pour l'étudier, le photographier et le présenter à la Société de pathologie de Londres en décembre 1884. Personne ne comprend la maladie dont il souffre et il retourne donc à ses spectacles. Leur interdiction rend son activité de moins en moins facile et il a déjà parcouru la majorité des grandes villes anglaises. Il change d'agent et se rend sur le continent. Là aussi, ses spectacles sont interdits. Après plusieurs semaines d'errance, son impresario l'abandonne à Bruxelles. Il rattrape ses pertes financières en volant toutes les économies de Joseph, qui doit vendre ses quelques effets personnels pour regagner, à bout de force, son Angleterre natale. Il se déplace avec une tenue qui est bien reproduite dans le film, cette cagoule qui cache tout le visage, las. Il crée à nouveau un mouvement de foule et la police doit l'extraire afin de lui éviter un lynchage. N'arrivant pas à se faire comprendre, épuisé et effrayé, son seul réflexe est de leur tendre la carte du médecin Frederick Treves, qui ne l'a pas oublié et va jouer de ses relations pour le faire admettre à l'hôpital de Londres, mettant fin aux 22 mois de carrière d'Elephant Man. À partir de là, sa vie devient beaucoup plus facile. Il y a certes certaines infirmières mal préparées qui crient en le voyant pour la première fois, et Treves note dans son journal qu'à l'occasion des employés ouvrent sa porte sans autre but que de le regarder, mais rien de comparable avec le diabolique gardien montré dans le film de David Lynch. Treves convainc immédiatement sa hiérarchie de lui accorder une chambre particulière, donc pas de « le Seigneur et mon berger ». Et les bains donnés 2 fois par jour par des volontaires font disparaître l'odeur pestilentielle qui faisait fuir encore plus que son aspect. Joseph répartit son temps entre les bains, les discussions avec le personnel médical et la construction de maquettes en carton qu'il offre en guise de remerciement. 6 mois après son arrivée, Treves fait paraître un article dans le Times dans le but de trouver des mécènes qui paieront les frais d'hospitalisation qui commencent à s'accumuler. Un formidable mouvement de solidarité s'organise. Les dons permettent de l'installer dans un appartement de plusieurs pièces au sein de l'hôpital, lui assurant la certitude que cette fois-ci, il ne va plus être jeté à la rue. L'Angleterre qu'il a tant rejetée se prend de pitié pour lui. Il reçoit la bonne société londonienne qui vient rencontrer cet être soudainement présenté comme si sensible et lui offre au passage des cadeaux sous la forme de livres, de tableaux ou de photographies quand il s'agit de femmes. Son appartement prend des airs de plus en plus bourgeois. Plus le temps passe, plus Joseph prend de l'assurance et en vient à oublier son aspect. Assez rarement cependant. Il évoque souvent l'idée de se faire interner dans un hôpital pour aveugles afin de pouvoir se promener sans que personne ne le voie. Il envisage son destin de futur spécimen de musée médical enfermé dans un bocal de formol après sa mort, mais il fait toujours cette remarque sur le ton de la plaisanterie. Il est de moins en moins inquiet, cesse de sursauter quand on frappe à sa porte et exprime le souhait de faire des excursions. C'est dans cette période des dernières années de sa vie qu'il connaît ses 3 grands moments de bonheur. Le 21 mai 1887, le prince et la princesse de Galles viennent inaugurer de nouveaux bâtiments de l'hôpital et vont lui rendre visite. La princesse lui serre la main avec un grand sourire, s'assied à ses côtés et lui pose pendant plusieurs minutes des questions sur les cadeaux qu'il expose dans l'appartement. Le duc de Cambridge lui offre discrètement une montre en argent. Quelques mois plus tard, il exprime le souhait d'aller au théâtre. La réalité diffère du film. Il assiste à la pièce, dans une loge particulière, cachée derrière 3 infirmières en tenue de soirée, afin que personne ne le voie. La salle ne sera à aucun moment prévenue de sa présence, et il sortira par l'escalier de service, dissimulé sous sa cagoule. Cela n'empêche pas cette sortie d'être pour Joseph un instant de grâce. Il est un de ces lecteurs idéal dont la connaissance par les livres dépasse de loin sa pratique de la vie sociale. Il a une vision très romantique et chevaleresque du monde, dont le théâtre est le prolongement rêvé. En 89, Lady Knightley lui propose de passer des vacances dans son domaine de Fawsley Park. Après avoir affrété un wagon particulier pour éviter de créer une panique dans le train, il arrive dans une campagne anglaise qui ressemble à l'Éden. Il se fait chaperonner par le garde-chasse, puisque la bonne qui doit s'occuper de lui se déclare trop effrayée. Mais pour Joseph, qui a passé toute sa vie dans un paysage urbain, cela n'a aucune importance. Il passe 6 semaines à se promener dans le parc privé, de plus en plus apaisé. De retour à Londres, il reprend sa vie routinière, se levant à midi, partageant son temps libre entre la lecture, l'écriture de lettres, les promenades dans la cour fermée de l'hôpital et les services religieux qu'il fréquente de plus en plus. Les médecins s'inquiètent de plus en plus pour lui. À 27 ans, il ressemble à une personne âgée. Son cœur est très atteint. Les conséquences des déplacements précipités de l'époque des freak shows se font sentir. Le 11 avril 1890, il est retrouvé mort. Un des derniers souhaits de Joseph était de dormir avec la tête à plat, comme tout le monde. Mais le poids de son crâne rendait cela insupportable pour ses cervicales.
Si les causes ne sont pas absolument certaines, tout indique que c'est cette volonté de dormir enfin dans une position normale qui l'a tué. Son squelette passera les 90 prochaines années, exposé dans le musée de l'hôpital. Aujourd'hui, il s'agit d'une copie. Les vrais os sont conservés pour la recherche médicale. Ce qu'il y a de faux dans le film vient de la volonté de rendre sensibles des situations qui seraient beaucoup plus longues à mettre en place et pas assez spectaculaires à montrer. S'il l'appelle John et pas Joseph, c'est parce que son médecin et ses montreurs de foire l'avaient toujours appelé John, pour une raison qu'on n'explique d'ailleurs toujours pas. Elephant Man est une fresque en l'honneur de tous les freaks de l'époque victorienne, qui étaient parfois battus par leurs montreurs de foire, même si ce n'était pas le cas pour Joseph, qui étaient parfois abandonnés par leurs parents ou kidnappés, même si ce n'était pas le cas pour Joseph. Et c'est en cela que c'est une grande œuvre. Il parvient à montrer l'universel à travers le portrait d'un seul homme.